Bon, eh bien, bienvenue à celles et ceux qui ont eu le courage ou la chance ou l'inconscience de se lancer sur les routes et sur les voies de chemin de fer pour nous rejoindre. Donc, comme vous le savez, la ligne entre Yverdon et Neuchâtel est coupée. Les trains suisses ne font pas honneur à leur réputation. Et donc, on est plutôt en petit comité, ce qui n'est pas plus mal pour une discussion sur la formation et la manière dont on le conçoit dans nos écoles. J'espère qu'on sera rejoint au fur et à mesure de la journée par les gens qui sont inscrits. Il y a quand même en principe environ 170 inscriptions, donc on devrait réussir à remplir un petit peu l'auditoire. Bienvenue à l'AGM, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette fête des 10 ans. C'est mon collègue Loïc Ballarini de l'Université de Lorraine qui va gérer la matinée. Et moi, je ne fais que le mot d'accueil pour vous remercier d'être présent. Espérer qu'on va pouvoir discuter de manière très productive sur le journalisme, son enseignement et son avenir. Remercier les étudiants de la masterclass qui, m'a-t-on dit, ont joué le jeu plus qu'on ne pouvait l'espérer et ont réussi à produire des contenus dont on va pouvoir discuter ce matin. Oui, j'ai juste oublié de dire que je m'appelle Annick Dubier et que je suis la directrice de l'AGM, donc l'institution haute. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Loïc et puis on se revoit plus tard pour les accueils de mi-journée. Merci beaucoup Annick et bienvenue également à toutes et à tous. On va commencer cette journée, alors journée des 10 ans de l'AJM qui est aussi le deuxième événement annuel d'Arpège, l'Alliance de recherche sur les pratiques et la pédagogie en journalisme qui regroupe... vous entendez pas ? Il y a un écho ? Sinon, je prends l'autre micro. Oui ? Donc c'est aussi la deuxième rencontre d'Arpège, l'Alliance de recherche sur les pratiques et la pédagogie en journalisme, qui regroupe l'AJM ici à Neuchâtel, l'école de journalisme de l'Université catholique de Louvain et le master journalisme et médias numériques de Metz. Pour cet événement, nous avons organisé une masterclass qui a été animée par David Dufresne, qui va venir tout de suite me rejoindre. Merci David. Et nous allons commencer la journée par vous présenter la restitution de cette masterclass, donc animée par David Dufresne, journaliste, comment pourrait-on dire, au sens le plus large possible, qui a été journaliste dans le papier, à la télévision, et puis dans tous les multimédias et transmédias possibles, dans le web documentaire, le news game, le jeu fictionnello informatif sur mobile avec l'infiltré, le collage dadaïste et les vadrouilles au long terme sur les routes de France avec Tarnac ou avec New Moon sur un cabaret parisien et plus récemment, donc son dernier bouquin autour d'un retour en France autour de la figure de Jacques Brel. Donc David a animé pendant 2 jours une masterclass avec 14 étudiants de l'AJM, de Louvain et de Metz, destinés à poser ces questions de la réflexivité du journaliste et de la pédagogie, de l'information, qui sont le thème de toute cette journée. Donc merci beaucoup aussi aux étudiants qui ont été là, qui ont bien donné, qui ont terminé bien fatigués hier soir. Pas tant que ça, enfin. Si ? À part un groupe. Alors il y en a un certain nombre qui doivent venir nous rejoindre, donc venez avec nous, et puis on va aller s'installer sur scène, et puis commencer tout de suite, parce que le temps nous est compté ce matin. Moi, mon rôle est de dire stop. Ce matin, nous devons terminer absolument à midi, parce que le temps de déjeuner est très court, et ensuite nous avons une après-midi assez chargée. Donc comme on a déjà un petit peu de retard... Tu veux... Je te mets juste le premier, là. Oui, voilà. On va dessus, tac. Après, tu peux naviguer avec... Alors, ah oui, non, là, tu es déjà d'accord. Ok, très bien. Non, c'est super. Alors, voici, donc, hier, ça s'est passé comme ça. On s'est retrouvés, non, avant-hier, jeudi matin.
on s'est retrouvés, ils ont été très très bien logés. Très bien nourris, très bien logés. Ils étaient dans une auberge au bord du lac, etc., à Marin, charmante bourgade tout près de Neuchâtel. Et j'arrive, il est 8h du matin et ils sont tous là. Ils sont tous là, ils m'attendent dehors. Et là, je me dis, ouh là là, ils sont prêts. Et donc, ils sont 14, ils se connaissent depuis la veille, puisque, comme Loïc l'a dit, en fait, ils viennent de trois coins de l'Europe, Belgique, France et Suisse. Donc, en fait, la veille, ils ont fait ami-ami. Ils ont créé des groupes parce que depuis un mois à peu près, on a, avec un Basecamp, travaillé à distance, sans se connaître, à distance, autour de sujets possibles pour cette masterclass. L'idée, enfin, il y avait un élément important, c'est que pour la plupart, les 2/3 des étudiants ne connaissaient pas la région, donc c'était un petit peu difficile de les transformer immédiatement en Fabrice Arfi ou Edoui Plenel et de les faire chercher une information capitale à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. Donc j'ai dit, on va faire ce qu'il y a de plus beau, du reportage sans agence, sans AFP, sans agenda. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux et puis ce qu'on va faire, c'est... alors ça, c'est un peu raté. Moi, je voulais faire un match entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ceux d'en haut, ceux d'en bas, parce que quand j'ai appris qu'il y avait eu ça pendant des siècles, ça me plaisait de le remettre au goût du jour. À dire vrai, pour des raisons matérielles, on n'a pas pu aller tellement à La Chaux-de-Fonds. Il n'y a qu'une équipe sur les 4 qui a pu aller à La Chaux-de-Fonds. Donc c'est plutôt Neuchâtel qui apparaît dans le travail qui a été fourni. Assez massif, je dois dire. Mais comme ils sont jeunes, ils ne sont pas si fatigués que ça en réalité. J'ai bien regardé, c'était pas si fatigué, puisque vous êtes allés faire des pâtes ensemble et puis vous avez bu des apéros après, donc c'est que vous aviez encore un peu d'énergie. Alors, l'idée c'était une journée particulière. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, une journée particulière. Vous allez raconter qu'est-ce qui se passe dans ces 2 villes en 2018. Donc il y a énormément de choses vues, de choses rapportées, des petits détails de la vie, du quotidien, auxquels on ne s'accroche pas, auxquels dont les journaux ne parlent jamais, alors qu'en réalité c'est toute la vie qui ressort. Et je vais vous présenter le projet. Et vraiment, ça apparaît. Donc ça, c'est formidable. Et puis, il y avait donc des sujets plus importants, sous forme de reportages, de portraits, de diaporamas sonores, de comptes rendus, qui ont été réalisés, 2 par équipe. Là, je les remercie, parce que, bon, on m'avait dit, ce serait bien. Bon, j'ai dit oui, mais en fait, quand ils sont arrivés, j'ai dit, vous allez en faire 2. Donc, ils en ont fait 2 par équipe. Donc ça donne cette timeline que vous voyez ici. Donc on est à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, on démarre à 6h du matin et on va jusqu'à 22h, une journée dans les 2 villes. Alors, si on commence par exemple aux pêcheurs, donc vas-y, tu peux y aller. Donc et là, vas-y. Donc, découvrez son témoignage ci-dessous. Donc, donc, tout a été pratiquement tourné-monté. Tout a été fait dans l'urgence. Ça, c'était aussi l'autre idée par rapport au travail réflexif. Donc là, on a par exemple un très bon reportage, à la fois photo, très belle photo. Et alors oui, parce que ça, c'est assez extraordinaire. C'est que dans le groupe, il y avait des photographes moyens, il y en avait des excellents. Il y avait des plumes, il y avait des vidéastes, il y avait des geeks, il y avait des pas geeks, et tous avaient de l'énergie. Et donc il y avait une très très belle, moi c'est ce que j'ai ressenti, une très belle complémentarité au sein de chaque groupe. Il y avait toujours, chacun apportait vraiment un peu par hasard. Je veux dire que les groupes ont été constitués un peu par hasard, par affinité de sujet, mais dans chacun des membres du groupe avait une qualité essentielle pour mener à bien le projet. Donc là, bon, c'est un peu le travail d'un seul homme, même si l'article évidemment est signé par toute l'équipe. Donc c'est Léo. Je vous incite à aller le voir. On va retourner sur la timeline. Donc c'est un pêcheur de Neuchâtel qui pêche depuis 33 ans et qui nous raconte sa vie, ses difficultés, etc. Si on revient, alors non, oui, tu peux le faire aussi comme ça. Ouais. Donc ça, c'est des choses vues. Tu peux
passé. Par chose vue, c'est des toutes petites brèves, des choses de la vie. C'est des choses de la vie, du quotidien, etc. On pourrait peut-être aller voir... vas-y, passons. Le couleur café couleur, pardon. Donc ça, c'est un portrait d'un tenancier d'un petit bar qui est fan des Beatles, de Federer, etc. et qui nous raconte sa vie. Donc ça, c'est un reportage vidéo. Ah bah tiens, bravo. Si. Alors bravo Dufresne. Alors là, je vais remettre le lien. Enlève tout de suite, reviens vite. C'est bon. Ça va être réglé après la présentation. On va avancer. Non, la croix en haut. Ou continue. Je reviens. C'est l'occasion, pas d'interruption, c'est l'occasion de poser la question à mes camarades. Ce que vous avez ressenti. Et surtout, donc, alors, il y a toute la dimension réflexive qui est au sein des papiers. Alors, les papiers, c'est tout ce qui n'est pas chose vue. Reportage, vidéo, portrait, diaporama sonore. Là, si tu vas un petit peu sur en haut, voilà, rencontre entre hip-hop et chant. Ici, là, on a un diaporama sonore, etc. Et à chaque fois, il y a la dimension, alors qu'ils ont appelé explicative. Peut-être qu'on pourra parler de ça tout à l'heure aussi, alors que nous, on était plus sur réflexive. Donc, mais à vous de nous dire, de partager votre expérience. Merci. Bonjour. Alors nous, on a travaillé sur la vidéo, on en a fait deux, un portrait qui était le couleur café, puis une vidéo sur un quartier de Neuchâtel. Et dans ces vidéos, on a essayé de penser la manière d'expliquer le journalisme à travers la collecte d'informations. C'est-à-dire qu'on a essayé de représenter la collecte d'informations, le moment où le journaliste va faire son travail, et de représenter visuellement la dualité entre le terrain et le desk, entre le journaliste qui cherche l'information devant son ordinateur et puis la personne sur le terrain qui va la collecter auprès des gens. Et on a été un peu ambitieux sur les formats, c'est-à-dire qu'on avait peu de temps et donc beaucoup d'ambition. Ça a pris pas mal de temps en termes de technique, de montage, etc. Mais je pense qu'on a réussi à faire un peu ce qu'on voulait et on était content du résultat. On peut peut-être le voir, mais ça dure 7 minutes, c'est peut-être un peu long. C'est le... Non, nous, on est une usine à clics, vous allez cliquer après. Voilà. Donc c'était une vidéo sur un quartier indépendant à Neuchâtel. Et donc on a fait du studio pour représenter la recherche de l'info en mettant des screenshots et des lives des ordinateurs en fait, et des téléphones qu'on utilisait pour faire la recherche, qui étaient incrustés dans l'image. Donc vous voilà. On va parler d'un quartier alternatif à Neuchâtel. On est jeudi 13 septembre, il est 10h30 et je vous propose de le découvrir. Commune libre du Nemours et alentour, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, Sarah. Alors, selon le site de Neuchâtel, le site de la commune de Neuchâtel, c'est une association de quartier qui a été fondée en 79, à un titre honorifique qui n'a pas de valeur légale. Donc, c'est une commune indépendante, mais pas juridiquement. Ok, bon, on va vérifier ça alors. Alors, dans quel coin? D'accord. Oh, cool. Donc ici, on a un contact d'un certain Aldo Bussy. Donc, on va l'appeler. Bonjour Aldo. Alors, Aldo Bussy est en vacances malheureusement, on ne pourra pas le rencontrer. Mais ces informations sont intéressantes. Premièrement, c'est le maire à vie de la commune libre de Neubourg, ce qui est déjà assez intéressant. Par contre, ce qu'il m'a dit... Vous m'excuserez, les compétences en face caméra, je ne sais pas, ne sont pas optimales. Ben voilà, du coup, moi je vais passer au sujet de mon groupe. Donc nous, on a traité on a traité le sujet d'un designer de montres à La Chaux-de-Fonds. Donc on est le fameux groupe, le seul groupe qui a un peu été de ce côté-là. Et donc c'était donc un designer de montres, mais qui a cassé un peu les codes des montres classiques.
Et le gros challenge dès le début, ça a été de ne pas lui faire de promotion du coup. Donc nous, expliquer nos choix, c'est vraiment passé autour de cette question centrale qui était de comment présenter un produit, raconter vraiment une histoire sans faire de la promotion, le choix des angles. Et donc on a fait un très long, 3000 signes en papier, où là on est vraiment purement dans le reportage et on a gardé la dimension explicative juste dans une petite vidéo. C'est un diaporama avec du texte en fait, voilà, c'est une petite vidéo juste image et de texte. Et nous on s'est vraiment concentré du coup sur toute cette question-là et donc sur le produit hybride, en fait la difficulté de faire une vidéo qui doit ressembler à un produit médiatique et en même temps qui prend du recul, qui sort du récit pour expliquer toute la démarche, pourquoi est-ce qu'on fait tel choix, pourquoi est-ce qu'on se positionne de cette façon-là par rapport à l'angle. Et ça, c'était quand même une grosse difficulté d'appréhender vraiment cette sortie du récit et que le tout fasse en fait quelque chose de cohérent. Et c'est vrai qu'au final, on s'est rendu compte que ça ressemblait pas à un produit médiatique typique, avec des codes classiques qu'on a l'habitude de voir sur des médias. Et donc pour nous, c'était vraiment cette grosse difficulté-là, de proposer quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un reportage habituel, et en même temps montrer cette clarté vis-à-vis du consommateur de l'information, lui expliquer, le prendre par la main pour l'emmener à travers tous nos choix et lui expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi vraiment de montrer une information plutôt qu'une autre, parce qu'en plus on a vu vraiment énormément de choses très intéressantes sur tout le processus de fabrication des montres. On a vu un excellent mélange d'artisanat et d'innovation, vraiment de technologie très pointue. Et voilà, il a fallu un moment faire des choix, et donc on explique tout ça dans cette petite vidéo qui à la fois raconte l'histoire et l'identité qui était très particulière et très singulière de Clément Gault, le designer, et qui explique du coup tous nos choix. Donc voilà pour ce petit reportage-là. Donc voilà, pour synthétiser, le papier est très classique et le produit médiatique, la vidéo est vraiment toute la partie explicative. Pour notre deuxième reportage, on est parti au café-théâtre L'ABC, qui là était un sujet très très sympa, mais aussi complexe, parce qu'en fait c'est un cinéma-café-théâtre. Et donc encore une fois, au niveau du choix de l'angle, c'était un peu compliqué, parce que c'était vraiment le challenge de transformer une histoire, une réalité complexe, en un récit très préhensible et très clair pour les gens. Donc vraiment de décider pourquoi est-ce qu'on montre un endroit plutôt qu'un autre, parce qu'en plus le théâtre est à un autre endroit que le café, c'est une ancienne église, c'est un temple allemand en fait. Donc voilà, nous on a choisi vraiment pour proposer une expérience très immersive de faire un diapo sonore sur lequel Orlan a travaillé de très 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 nombreuses heures d'affilée. Voilà, donc il y a vraiment le choix aussi au niveau technique, donc le choix sur le terrain de quel interlocuteur on choisit, etc. Et au niveau de la réalisation, pourquoi est-ce qu'on choisit de la photo et du son, est-ce que c'est vraiment pertinent pour transmettre cette information et ce ressenti-là, pour raconter cette histoire-là. Donc voilà, donc nous c'était vraiment un challenge très très intéressant, parce qu'en fait, en finalité, il a fallu déconstruire des codes qu'on a intégrés. On a intégré très facilement tout au cours de l'année ou du master, de notre formation en journalisme, ce que c'est un bon reportage, ce que c'est un bel article, et il a fallu vraiment déconstruire tous ces codes qui sont au final très intuitifs maintenant, pour se poser vraiment la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on construit quelque chose de cette façon-là? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de plus facile à appréhender pour le lecteur? Et pourquoi ce ne serait pas plus facile de le construire autrement, finalement, pour faire passer ce récit? Donc voilà, pour nous, c'était vraiment un très très beau challenge de réfléchir à tout ça. Et je trouve que dans un contexte actuel, c'est très intéressant aussi de se poser ces questions-là et de montrer aussi aux lecteurs qu'on se pose ces questions-là. Et voilà, je pense que c'est important. Et voilà, je pense que c'était vraiment une très très chouette expérience. Voilà. Merci. Alors nous, en l'occurrence, notre groupe n'était ni totalement à Neuchâtel ni à La Chaux-de-Fonds, mais plutôt entre les deux, dans des communes des vallées du haut du canton. Et en fait, nous, nos deux sujets, c'était sur une distillerie du Val de Travers, d'absinthe, et d'autre part, on a été au Pont de Martel pour voir un abattoir. Et pour la dimension réflexive en fait, qu'on devait amener à nos productions, en fait, on s'est dit que si on faisait ça, c'était aussi pour restaurer le lien de confiance avec les lecteurs, tout simplement. Et justement, sur place, on a remarqué qu'un problème, pour ainsi dire,
qu'on pouvait avoir, c'était le lien de confiance déjà avec la personne avec qui on avait affaire, avec la personne dans l'abattoir que l'on rencontrait et à la distillerie. Et donc, par exemple, pour ce qui est de l'abattoir, il ne voulait pas de photos, évidemment, à l'intérieur, parce qu'il avait déjà eu des problèmes vis-à-vis de ça. Et puis, un autre problème, c'était aussi qu'il y a cette ambiance avec les polémiques des véganes, des antispécistes. Et donc, évidemment, il craignait les retombées par rapport à ça d'un article. Donc, il fallait le rassurer par rapport à ça. Fallait parlementer pour faire des photos, dire qu'il n'y avait pas de bête qui était en train d'être tuée lorsque l'on est arrivé, et donc restaurer en quelque sorte un lien de confiance, le mettre à l'aise. Et c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé aussi pour l'absinthe, parce que en fait, la personne qu'on a rencontrée avait déjà eu des soucis avec des personnes qui se sont fait passer pour des journalistes et qui en fait étaient des blogueurs et avec qui il n'aurait pas consacré autant de temps s'il avait su qui c'était. Donc il fallait déjà restaurer ce lien de confiance, et c'est en fait ce qui nous a servi de base pour faire notre dimension réflexive. Et après, il a fallu trouver le moyen de bien le rendre dans nos productions. Là, en fait, nous, on a fait plutôt des productions écrites, donc on avait deux stratégies en gros. On avait soit le mettre dans un encadré à part donc de l'article en tant que tel, mais lié. Hein. Ça n'empêche pas l'autre. Mais l'autre possibilité, c'était d'intégrer ces dimensions réflexives dans l'article écrit. Et là, bon, on a remarqué que face à la pratique, c'était un peu plus difficile de faire la deuxième possibilité, parce qu'il fallait ne pas perdre l'angle, il fallait respecter le nombre de signes et qui était assez réduit. Donc c'était des difficultés, et en même temps, donc la première option en fait a eu notre préférence, et ça permettait de la même façon de rendre notre dimension réflexive plus claire, plus explicite et plus accessible en fait au lecteur. Et donc, si c'est par là que je vais conclure, c'est que si on veut retisser le lien de confiance avec le lecteur, mais déjà il faut essayer de ne pas le perdre et choisir la bonne façon de rendre cette dimension réflexive dans les productions. Voilà. Juste avant de donner la parole à Léo, il vous est arrivé une anecdote assez amusante qui raconte un peu l'époque. C'est qu'en réalité, vos interlocuteurs avaient cherché sur vos profils de réseaux sociaux qui vous étiez. C'est votre équipe qui a eu ça ou pas? Oui, c'est ça. Oui, pour l'avenir, c'est ça. Donc, vas-y, raconte, parce que je trouve que tu disais la première déconfiance à créer, c'est avec nos interlocuteurs. Et en fait, aujourd'hui, vos interlocuteurs se renseignent sur vous autant que vous renseignez sur eux. C'est ça. Mais parce que vous étiez quand même un peu... oui, vas-y. Voilà, c'est moi qui avais pris contact, notamment avec la distillerie. Et en fait, quelques jours après, j'ai vu qu'ils m'avaient cherché sur LinkedIn. Et même lors de la prise de contact, le distillateur, notamment, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais besoin des images pour Arc Info. Il se demandait pourquoi, effectivement, quelqu'un qui vient de Belgique va faire un reportage pour Arc Info. Et du coup, sur le terrain, c'est ça qui a été très intéressant. Quand on est arrivé, on a dû véritablement se légitimer. On a dû montrer le mail qui certifiait qu'on faisait une masterclass, qu'on était des étudiants en journalisme. Et c'est ça qui a déclenché un peu la réflexion sur le préjugé et puis sur l'empathie qu'il fallait construire avec cette personne. Mais je vous invite à vraiment réfléchir, puisque vous êtes des jeunes journalistes, à cette dimension. Car il y a peu, la seule chose qu'on demandait, c'était une carte de presse. On ne vous demandait pas ce que vous aviez écrit avant, ce que vous pensiez, ce que vous pouviez dire, à quel endroit vous étiez. Or, aujourd'hui, on voit bien que tout ça est possible et donc peut amener une nouvelle dimension dans votre pratique. Voilà. Puisque on vous spot autant que vous êtes spoté, quoi. Voilà. Léo?
Bonjour, je faisais partie du 4e groupe avec Cathy, Léa et Lorraine qui n'est pas encore là. On a fait 3 sujets. On a fait en fait le portrait d'un pêcheur, donc j'ai fait le portrait du pêcheur. Léa et Lorraine se sont attardées sur un article sur les muscles, donc le centre des muscles artificiels à l'EPFL. Et Cathy a fait aussi un article, donc c'était vendredi soir, il me semble, sur un spectacle humoristique. Et donc on avait 3 sujets. Au début, on travaillait tous ensemble sur l'article du centre des muscles artificiels. Et après, on s'est un peu splitté pour chacun faire sa propre production sur son sujet. Et chacun des sujets avait sa contrainte. C'est-à-dire que pour le pêcheur, c'était se retrouver seul sur un bateau, juste à 2, sans aucune autre personne, pendant plusieurs heures. Donc il fallait savoir comment appréhender une rencontre, parce que c'est une vraie rencontre entre 2 personnes. Pour les muscles, c'était vraiment c'est un sujet scientifique qui impliquait une vulgarisation. Et pour l'humoriste, avec Cathy, c'était vraiment se plier aux exigences de l'humoriste. Et donc le thème de notre travail, c'était, comme on nous l'a bien expliqué au début, expliquer le travail du journaliste tout en le faisant. Et les règles qu'on nous a données dès le jeudi matin, c'était vraiment, il faut que ça en fasse partie. Il faut qu'on voit dans l'article, normalement sans aller à côté, expliquer ce qu'on fait. Donc c'est avec les mots qui racontent en même temps l'histoire ou notre sujet. Dans ces mêmes mots, on comprend comment on travaille. C'était plus expérimental qu'un vrai devoir à remplir parce que pour ma part, et je pense pour un peu tout le monde, c'était assez compliqué à faire. Et au final, on voit que nos articles, c'est des articles. Après, on a un encadré qui explique comment on a fait. Donc le fait d'avoir un texte et après un encadré, ça montre bien qu'on a quand même dû séparer notre production avec la dimension réflexive. Donc ça s'est avéré très, très difficile. Pour ma part, le pêcheur, j'ai dû le rencontrer. C'était vraiment installer un climat pas de confiance, mais de sympathie. Vraiment, bon, on le voit sur la photo, il est sympa. Hein. Voilà, c'était vraiment installer un climat. Et c'est pas vraiment un besoin. Il faut que je lui parle bien pour qu'il me donne des infos. Il faut que j'arrive à avoir le bon humour. Non, c'était vraiment s'intéresser à lui de manière naturelle. Je me rappelle que pendant 5 minutes, je lui ai fait part de mes expériences de pêche quand j'étais petit et ça a complètement marché. Il m'a raconté, il rigolait encore plus. Sur le bateau, c'était vraiment énorme. Bon, son gros problème à lui, c'est les cormorans. Et je pense que vraiment se rapprocher de lui, de faire un peu une relation d'homme à homme personnelle. J'ai souvent oublié le journalisme dans ma rencontre, justement. Je parlais, on parlait pêche, mais je sortais mon dictaphone, mais on l'avait oublié complètement. Je savais que je devrais l'utiliser après, mais voilà, c'était vraiment une relation homme-homme. On faisait pas du journalisme, en fait, presque. Après, bien sûr, j'ai fait la production. Et pour les muscles artificiels, donc c'était le centre de muscles artificiels a un projet qui est une pompe cardiaque, en fait, qui est le développement d'un système d'assistance cardiaque basé sur un ressort. C'est vraiment novateur. Et on a essayé, dans un premier temps, on voulait faire une vidéo avec un smartphone stabilisateur. Et notre dimension journalistique, c'était de nous montrer à l'écran. Donc c'était en fait faire une visite guidée du centre. Et l'un de nous 4 était à l'écran. Et finalement, elle n'est pas ressortie, cette vidéo. C'était c'était pas très pertinent pour notre sujet. Donc on voit encore que ça a été difficile de montrer cette dimension parce que on avait pensé à un objet qui allait prouver cette dimension et il a été enlevé. Donc voilà, on sent que fallait trouver des solutions, tout ça. Et au final, ça a donné un encadré. Donc c'était assez, pas compliqué, mais fallait vraiment être créatif, c'est ça vraiment. Fallait être créatif rapidement, fallait imaginer, parce que vu que c'était expérimental, fallait qu'on trouve des solutions qu'on pensait légitimes, qu'on essaie de mettre en œuvre et qui finalement étaient acceptées ou non. Et après, pour l'article sur le spectacle humoristique de Cathy, c'était vraiment ça, se plier à ses exigences. Et je crois que tu as fait que de l'écrit, c'est ça, hein. Voilà, que de l'écrit, parce que justement, elle voulait pas... voilà, donc c'est des critères à respecter. Et donc dans un seul écrit, à la base, on aurait dû, dans l'idéal, expliquer en même temps ce qu'on fait. C'était plutôt compliqué, mais je pense qu'on l'a bien réussi. En tout cas, c'était un plaisir de voir tous ces personnages et en faire des portraits, des sujets. Oui. Merci beaucoup à tous les 5 et aux autres. On a 5 minutes pour prendre éventuellement des questions dans la salle, si vous voulez interroger cette expérience, cette dimension réflexive et les éventuelles difficultés qu'il y a eu.
bonjour et merci d'avoir partagé tous ces enseignements qui sont très très intéressants, je trouve. Je vais aller encore un pas plus loin, de se dire que vous avez tous fait des stages, vous avez des expériences dans les médias. Ici, on était dans un cadre particulier d'une masterclass et vous parliez de solutions créatives, de pouvoir faire du texte ou de la vidéo, etc. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à transmettre cette dimension dans le milieu professionnel au sein d'un média? C'est-à-dire qu'il y a un journal, une télé, une radio, et comment vous envisagez ça? Je pense que bon, dans un premier temps, c'est pas les mêmes contextes, parce que là, on était vraiment on avait une liberté totale, et on devait vraiment être créatif. C'était une demande dans le cadre d'un stage ou d'un exercice professionnel. Il faut de la production, il faut donner un papier, et au final, si on envisage de faire ça, d'expliquer notre travail tout en le faisant, c'est complètement personnel, et après ça peut être accepté ou pas, mais sans retour. Enfin, on a dit, qu'est-ce que tu as voulu faire là? Je comprends pas, fallait juste dire qu'il était là, qu'il vendait ça. Donc je sais pas si... Je pense que essayer de faire ce qu'on a demandé, donc de la dimension explicative, c'était vraiment... Pour l'instant, ça pourrait que rentrer dans un cadre expérimental, je pense. Ou alors, il faut vraiment le tester, il faudrait presque le confirmer, en fait, que c'est possible, je dirais. Mais en fait, vous demandez si c'est possible de le faire dans d'autres types de médias, d'autres médias, mais je dirais tout simplement que ça dépend du média. Il y a des médias qui s'y prêtent mieux et il y en a d'autres. Les lecteurs n'attendent peut-être pas ça, je ne sais pas, donc, ou du moins ils n'en ressentent pas la nécessité de voir ça. Donc voilà, pour répondre simplement à votre question, je pense qu'il faut prendre au cas par cas. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si... Tu vas? Moi, justement, je suis en stage actuellement et je me rends compte que je parlais tout à l'heure de code que les journalistes intègrent en fait de ce qu'est un bon reportage ou un bon sujet. Et je me rends bien compte qu'en stage, c'est ce qu'on attend de moi, que je prouve que j'ai intégré ces codes-là. Et un journaliste, j'ai l'impression qu'il estimera que mon travail est bon ou valable, ou que je peux participer au journal télévisé quand j'aurai prouvé que vraiment je suis capable de construire un sujet de la même façon que les journalistes le font avec les codes qu'ils utilisent, etc. Donc c'est l'exercice inverse en fait que je suis en train de faire, c'est prouver que je sais travailler selon des codes, alors que ce travail-ci a été le travail complètement opposé. Vraiment, on a dû déconstruire tous ces codes-là. Et donc j'ai l'impression que si des responsables éditoriaux décident que c'est important pour retisser un lien de confiance avec l'audimat, etc., de déconstruire ces codes-là, et que vraiment un responsable décide de le faire, j'ai l'impression que moi ce sera faisable. Donc j'espère être peut-être un jour responsable pour le faire du coup. Mais j'ai l'impression que dans l'immédiat, c'est une remise en question qui ne se fait pas encore nécessairement, et en tout cas ça ne viendra pas de nous, étudiants en stage. Ça peut, mais je veux dire, moi je me vois mal légitime maintenant pour renverser ces codes-là, quoi, à mon stade et à mon échelle en tout cas actuellement. Ouais, moi je vais être un peu redondant, je pense, mais je suis d'accord avec le côté figé en fait. Bon. Il y a, pour moi, ça dépend un peu des ambitions de ceux qui sont un peu, on va dire, à la tête des médias, des personnes qui décident. Je crois qu'on peut le faire. Mais il y a une déconstruction à faire, effectivement, et ce côté un peu figé qu'a, par exemple, la télévision en vidéo, je crois que c'est pas possible sans une volonté en haut de changer les choses. On peut le proposer, mais je pense qu'il faut une dynamique qui vient d'en haut aussi, des personnes qui décident de la ligne éditoriale ou de la création, peut-être de la liberté de création qui est à ce niveau-là. Maintenant, on peut s'engager à essayer de le faire. Moi, je veux bien essayer en rentrant lundi à 8h30 à la RTBF, je vais vous dire ce que ça va donner, quoi. Enfin, voilà. Mais je crois que c'est ça la difficulté, finalement, intégrer cette idée au milieu tel qu'il est maintenant, quoi, qui est finalement assez figé. Mais après, ce qu'on nous demande, il y a des différences entre faire, dans un premier temps, le travail journalistique, donc faire le portrait de quelqu'un, par exemple, et après dire une deuxième info du type making-of. Pour faire ça, j'ai dû le rencontrer à cette heure-là, j'ai appelé 10 fois et j'ai pris un stabilisateur qui ne marchait pas. Ou alors, j'ai plus compris que ce qu'on nous demandait, c'était comme créer un genre où, au final, on parlerait dans un même article, donc dans un même bloc texte, autant de notre activité de journaliste que de l'activité du pêcheur qui pêche du poisson. C'est-à-dire que en fait, l'article, ça serait pas parler autant de lui que de moi, mais parce qu'on nous a bien demandé de pas faire de making-of, en fait, de pas dire oui, c'est pas faire un dessin d'une caméra stylée, dire c'est une caméra, et on a appuyé sur off et on a décidé de faire un plan séquence ou quoi. Donc pour moi, il y a beaucoup de différence entre faire ça, donc faire le journalisme, et les coulisses, ou alors le nouveau genre qui est
quand le lecteur apprend qu'il pêche 1000 gardons, j'en sais rien, je dis comme ça, en même temps, il apprend que nous, on a fait comme ça pour le savoir, ou comment on a fait pour avoir cette réponse, mais dans le même paragraphe. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une chose du type making-of, quoi, pour moi. Il y avait aussi la question du regard, en fait, parce qu'au début, nous, on a voulu faire un portrait d'un cafetier. Malheureusement, techniquement, c'était compliqué parce que c'était un tout petit kiosque, il y avait plein de miroirs partout, donc pour la vidéo, c'était l'enfer. Mais on voulait interroger le regard journalistique à travers le cadre, à travers le montage, à travers le plan, et à la fois interroger son regard à lui en tant que cafetier, le regard qu'il avait sur les gens, et rester sur cette question de, finalement, le traitement, l'angle, c'est quoi? C'est ce regard, et les confronter dans l'écriture en vidéo. Mais nos ambitions ont été un peu calmées par la technique. Mais donc voilà. Si vous permettez, je suis Stéphane Deveau, co-rédacteur en chef d'Arc Info, donc le quotidien qui couvre la région dans laquelle vous vous êtes plongé pendant ces quelques jours. J'ai vu beaucoup de belles choses, j'ai trouvé intéressant. C'est toujours intéressant pour les journalistes qui travaillent dans cette région de voir des regards neufs et parfois originaux sur une région. Vous avez raison de dire que vous avez débusqué un certain nombre de choses qu'on ne voit peut-être plus, nous, parce qu'on les a devant les yeux tous les jours. Je voulais revenir sur la méfiance que vous avez, qui vous a un peu surpris, qui vous a un peu peut-être déstabilisé, notamment chez le distillateur, qui voulait vraiment savoir qui vous étiez, si c'était un travail sérieux, tout ça. Et puis en même temps, la réflexion que vous menez, c'est faire du journalisme et réfléchir à la manière dont on le fait et pourquoi on le fait, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez l'impression que les vieux comme nous, on vous a un peu savonné la planche en oubliant de réfléchir à ça et de le dire notamment à nos interlocuteurs? Parce que j'ai un peu tendance à penser que il y a des choses qui vont de soi quand on pratique ce métier depuis 10, 15, 20 ans, et puis qu'on prend contact avec les gens, puis qu'on n'est parfois pas très clair dans la démarche qui est la nôtre. Est-ce que c'est un élément d'explication, ou est-ce qu'une réflexion que vous avez aussi partagée, soit dans vos cours, soit dans le cadre de vos stages? Donc, si je comprends bien votre question, c'est savoir qui est responsable, en fait, de pourquoi on fait ça. Et dites carrément si c'est nous les vieux qui... Je crois que monsieur a envie d'entendre que c'est lui. Hein. Il faut... Mais... oui, bien sûr. En fait, je peux pas répondre simplement à la question. Je dirais pas que c'est la vieille génération qui est responsable. Je dirais pas qu'il y a un responsable, en fait. Je dirais plutôt que c'est un contexte, c'est un tout qui fait que aujourd'hui, on ressent la nécessité de restaurer un lien de confiance que je sais même pas si, enfin, je suis pas très âgé, donc je ne sais pas si par le passé ce même type de problème a pu se poser, peut-être à moins grande échelle, mais je me dis que c'est... Oui, non, je pense que c'est quelque chose d'humain de se méfier des sources d'informations qu'on a, et je dirais... J'ai pas envie de dire oui, c'est à cause de la vieille génération qui n'a pas fait ça, qui s'est pas préoccupé de cette question-là, et maintenant on est en train de le faire. Je pense que ouais, maintenant c'est plus un défi de notre époque qui se présente maintenant, et sur lequel on réfléchit tous, qu'on soit plus jeune ou plus âgé. Donc voilà, je répondrai comme ça, je ne trancherai pas, en fait. Je suis pacifiste. Mais, tu voulais parler? Ok. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème de l'autre côté. C'est pas, effectivement, la profession doit peut-être se réinventer pour s'adapter à l'époque, mais le lecteur aussi change. Le lecteur enfin, ce qu'on fait sur Google pour trouver de l'information, le lecteur le fait tous les jours. Tout le temps. Il est habitué à avoir de l'information, son rapport évolue, et donc je pense que le travail journalistique mérite d'être expliqué parce qu'il fait la différence entre une information traitée et une qui ne l'est pas, et c'est finalement c'est ce détail-là qui va faire la différence. Donc, je crois que le lecteur finalement maintenant a un rapport qui est beaucoup plus intime avec l'information, il peut l'avoir partout, tout le temps, constamment, et ça aussi c'est un paramètre déterminant. Je crois que, à ce niveau-là, c'est assez important. Moi, je dirais que pour moi, c'est pas du tout la faute d'une vieille génération qui n'a fait que travailler comme elle l'a toujours fait. C'est la faute à un contexte qui évolue et qui force à une adaptation qui est
évidemment pas évidente. Et voilà, et c'est une adaptation vraiment en profondeur. Et pour parler encore, excusez-moi, de la RTBF, mais pour l'instant, justement, ils sont en grande transformation. Et c'est une adaptation, et je la vis de l'intérieur, et je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est très, très difficile à appréhender pour les journalistes, parce que c'est une méthode de travail qui est complètement à réinventer. C'est un nouveau métier à apprendre. Et c'est normal que ce soit une adaptation qui soit compliquée à appréhender, quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour vos... Non, il y a une autre question. Je sais, oui. mais il y a une autre question. Non, je sais, t'as peur. On va faire très vite. Il faut prendre la question. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. Gabriel Devecq, co-rédacteur en chef des radios de l'Arc jurassien, donc également la région dans laquelle vous êtes plongé. Moi, ce qui me plaît beaucoup, outre l'aspect formel et narratif de votre expérience, c'est le côté réflexif. Donc, on disait que les rédacteurs en chef devraient un peu plus oser et aller dans notre sens. Alors moi, ce que je retiens, c'est le côté réflexif. Alors pour des sujets comme les vôtres, qui sont des sujets quand même pas mal magazines ou des portraits ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Le côté réflexif, c'est sympa. L'enquête, on vous voit téléphoner, on vous voit mener tout ça, c'est vraiment, ça fonctionne. On vous suit de A à Z. Là où moi, je me pose plus de questions, c'est pour le sujet de l'abattoir, où là, on est vraiment sur un sujet proche des préoccupations ou des soucis qu'on peut avoir, avec ce lien de confiance qu'il faut établir, puis avec aussi une forme de vérité et on doit quand même témoigner de la vérité des faits. On ne doit pas entrer dans la logique de ce personnage et puis de le mettre en confiance et accepter de raconter son histoire. On doit raconter l'histoire. Et du coup, parfois, dans la réflexivité qui est nécessaire pour des sujets délicats, on ne peut pas vraiment aussi donner au public le making-of sous peine de trahir nos sources. Et c'est ça que je trouve délicat. Il y a des sujets qui sont exigeants et pour lesquels, si on commence à raconter aux lecteurs, aux auditeurs, pourquoi on fait ce sujet exactement, quelle source nous a manipulés au départ, quelle autre source a dû nous manipuler pour qu'on trouve un équilibre, on trahit nos sources. Et cette réflexivité pour des sujets délicats, à mon avis, est un enjeu de recherche au quotidien qui n'est pas une mince affaire. Mais donc, il faut faire court pour la réponse. Là, je vais aller à la rescousse de Loïc. Il faut faire court pour la réponse. Court pour la réponse. C'est pas forcément une question, c'est une réflexion. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à méditer et sur lequel on aura l'occasion de rediscuter encore aujourd'hui. On va changer de sujet maintenant. Attendez, je voudrais juste dire une toute petite chose. Mais tu peux parce qu'il y a des professionnels, des rédacteurs en chef dans la place. Cette photo, elle est essentielle. Parce qu'il y a toute l'énergie d'un groupe et cette énergie, il ne faut pas la casser. Voilà. Pendant 48 heures, on a fait connaissance et j'ai vu des gens très, très, très actifs, parfois brouillons, parfois passionnés, plein d'énergie, plein d'idées, parce qu'en réalité, tous les traitements, ils les ont quasiment tous inventés. Le diaporama, moi je disais oui, bon, voilà. Donc cette énergie, il faut absolument la préserver et il faut que ça saute. Voilà. Et que ça saute.